Bien le bonjour de Cambridge. Il fait encore beau ce matin. Il est 7 heures. Nickel. Il faut que j'aille remettre des sous dans cette machine. Pas besoin que je vous dise où je vais, n'est-ce pas? Vous le savez. Il est 8 heures. Je pars à la découverte de la ville. Pour rejoindre l'hypercentre depuis mon quartier excentré, je traverse des espaces verts. Après 10 minutes de marche, me voici dans le centre historique. Cambridge est une ville à la circulation très apaisée, il n'y a pas de parking et pas de voitures, beaucoup de vélos et des piétons. J'arrive sur une place de marché au sens ancien du terme, c'est pas encore complètement installé. Au dos du marché, une première église. Il s'agit de Sainte-Marie. Juste derrière Sainte-Marie, Senate House, la maison du Sénat. Il s'agissait d'un Sénat d'étudiants. C'est aujourd'hui l'endroit où sont faites les célébrations des diplômes. Et là, j'arrive à celui qui est sans doute le plus prestigieux, le King's College. Fondé en 1441, King's College. Mais il est fermé, pas de chance. Je continue ma balade sur King's Parade. J'arrive à présent dans Trinity Street. Et j'arrive maintenant à celui qui est sans doute le deuxième plus connu, Trinity College. Flanqué à Trinity, St. John's College. Je suis trop matinal. Aucun de ces collèges n'est encore ouvert à la visite. Je suis de retour à King's College. Ça va ouvrir bientôt. Quand on entre dans la cour, à droite, on trouve la chapelle, qui est le bâtiment le plus ancien, car à l'origine, bien sûr, l'université était ecclésiastique. Sur la gauche, Wilkins Building, qui est une extension néoclassique du 19e siècle. Juste en face, on a Gyp's Building, qui date du 18e siècle et qui contient des logements et des bureaux. La plupart des bâtiments sont fermés au public, à l'exception de la chapelle. Derrière, j'arrive à ce qu'on appelle les backs. Ce sont tous les terrains de jeux et de récréation derrière le collège. Au bord des backs, des bâtiments encore plus récents du XXe siècle. Dans les backs coule la rivière Cam, d'où le nom de Cambridge. Je suis maintenant sorti de King's College. Les backs des différents collèges sont côte à côte et je suis maintenant dans les backs de Trinity College. Je traverse de nouveau la Cam. Comme l'autre jour, sur la rivière, il y a des ponts. Je ne peux pas entrer dans Trinity College. Il est fermé aux visiteurs. C'est ici qu'a étudié notre personnage d'hier. C'est bien sûr Stephen Hawking, né en 1942 à Oxford, mort en 2018 à Cambridge, physicien, cosmologiste
connu à la fois pour sa théorie sur les trous noirs et pour sa façon de parler avec une machine. Stephen Hawking promène son fauteuil et son emblématique synthétiseur vocal partout dans le monde. La médecine le disait condamné, mais cet homme est devenu une icône planétaire pour ses travaux sur les trous noirs de l'univers. Son handicap ne l'empêche pas de construire une famille avec 2 mariages et 3 enfants. En 2007, Stephen Hawking fait l'expérience de l'apesanteur. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, les cendres de Stephen Hawking sont placées aux côtés de celles de Michael Faraday et d'Isaac Newton. J'en profite pour vous donner également l'indice du personnage d'aujourd'hui. Notre célébrité de ce soir, c'est sans doute le plus grand physicien de tous les temps. En sortant par les Bax, je suis sorti de la ville aussi. J'y retourne maintenant. Profitons de cette petite balade pour raconter l'histoire de la ville. Bien que c'était une petite ville romaine, elle n'a pris son essor qu'au Moyen-Âge, quand elle est devenue une ville universitaire à partir de 1209. Tout commence à Oxford. En 1209, il y a un étudiant qui est accusé de meurtre. Sur un fond de tension entre les habitants de la ville et le monde étudiant, les autorités civiles l'exécutent ainsi que quelques autres personnes. Mais à l'époque, les étudiants sont des clercs. Donc ils n'auraient pas dû être jugés par les autorités civiles, mais par les autorités religieuses. En signe de révolte contre cette violation du droit, des étudiants et des enseignants quittent Oxford pour rejoindre Cambridge. L'université sera assez informelle jusqu'en 1284, création du premier collège, St. Peter College. Aujourd'hui, la ville compte 31 collèges et quelques 25 000 étudiants, ce qui en fait une université de taille moyenne. La plus grande université européenne, c'est la Sapiens à Rome, avec 110 000 étudiants. Et en Inde, on a des universités avec 1 million d'étudiants. Néanmoins, la qualité de Cambridge et Oxford en font les meilleures universités du monde. J'arrive au Fitzwilliam Museum, mais il est fermé, ils sont en grève. Comme je dis à mes petites filles, c'est pas grave, on s'adapte. J'arrive un peu plus loin à l'église de l'Assomption. C'est la cathédrale de Cambridge. Il est temps pour moi de rejoindre Santa Fe. Je quitte Cambridge par le sud-ouest. J'ai quitté le Cambridgeshire pour entrer dans le Hertfordshire. Ce qui est très étrange aussi dans la conduite en Angleterre, c'est que parfois on est sur une belle route comme ça, on a l'impression que c'est l'autoroute. Et tout à coup, sans crier gare, rond-point. Et ça reprend juste après le rond-point. Dans 1000 pieds, prendre à gauche sur Stone Cross B651. Healthy food après les agapes d'hier soir. Voilà, petit pique-nique sur le parking de Marks & Spencer. C'est cool, very British. Je suis garé au parking de la gare de St. Albans. Je vais rejoindre le centre-ville. Ne croyez pas que la gare soit dans le centre-ville. Une bonne petite marche m'attend.
Après avoir traversé High Street, je suis sur la Marketplace et en face de moi, il y a le musée de St Albans. J'irai peut-être plus tard si j'ai le temps. Pour l'instant, comme il fait très beau, je préfère explorer les extérieurs. En première approche, je trouve que cette petite ville est charmante, pimpante et accueillante. Voici la Clock Tower. Je m'enfonce dans un passage, comme j'aime bien. Derrière le passage, une ruelle très sympa. Au bout de la ruelle, entourée par un cimetière anglais, avec des pierres très simples dans l'herbe, se trouve la cathédrale de St Albans. Encore une cathédrale, allez-vous me dire. Est-ce que Bruno est devenu si pieux ? Je me suis interrogé sur ce nombre de cathédrales et en fait il y a deux raisons historiques. Dès le Moyen-Âge, les diocèses anglais sont plus petits que les diocèses français. Pourquoi, j'en sais rien. Et donc il y en a beaucoup plus. Et lors de la réforme anglicane, les abbayes ont été dissoutes, mais bon nombre d'entre elles ont été converties en cathédrales. C'est le cas de celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui était à l'origine une abbaye fondée par les Normands. Ici on voit très bien la jonction entre l'architecture romane et l'architecture gothique. Voici la châsse de Saint-Alban, premier martyr anglais mort en 283. Sur un des murs, on a une espèce de tapisserie qui aurait ressemblé à Bayeux et qui raconte l'histoire de la cathédrale. Notre Saint-Alban, c'était Saint-Alban de Verulamium. Verulamium Park. Au fond du parc, nous avons un des témoignages les plus importants de la présence romaine en Angleterre. Voilà ce qu'il reste du mur d'enceinte de la ville romaine de Verulamium. Les Romains sont restés ici 350 ans, en Britannia, et donc les trois villes importantes, c'était Londres, Colchester, où je suis allé l'autre jour, mais je n'ai pas trouvé de restes romains, et St Albans, où je suis aujourd'hui. À 10 minutes de marche du mur, il y a ça, Roman Theatre. Ce n'est ouvert que le vendredi et le samedi. Voilà ce que j'aurais dû voir. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Vraiment sympa, St Albans. 2 étoiles dans le guide Voyagica. I am back at the station. Welcome to St Albans. Nous quittons St Albans. Par l'ouest, nous faisons route vers Oxford. Il est 20h, nous arrivons dans la banlieue de Oxford. Ça patouille un peu. Sunday roast. Et ben voilà, on y est. Cheers. Cheers. Pour notre dîner, nous avons le paille du jour. Il y a la sac. Il est tard du soir, bonsoir. Et c'est un Voyagica.
rasé et récuré qui vous salue ce soir. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.